Ma femme est devenue reine de Hartley Medical Systems le jour où son père a été enterré. 5 jours plus tard, elle m'a fait entrer dans mon propre bureau avec un badge visiteur. Charmante attention, surtout quand on sait ce qu'elle ignorait encore. J'ai passé 23 ans à sauver cette boîte. 23 ans à réparer les erreurs des autres avec la patience d'un ingénieur et l'élégance discrète d'un homme qui sait que crier fatigue plus que réfléchir. Hartley Medical Systems, à Lyon, zone de Guerlain, fabriquait des dispositifs de surveillance pour hôpitaux. Pas exactement le genre d'endroit où l'on devient une star sur TikTok, mais assez sérieux pour que des chirurgiens, des CHU et des cliniques privées dépendent de nos machines. Quand Richard Hartley, mon beau-père, m'avait proposé de rejoindre l'entreprise, Victoria avait souri comme si elle m'offrait un stage. Papa a besoin de quelqu'un de technique, James, tu seras utile. Utile. Le mot était resté collé à mes chaussures pendant 2 décennies, comme un vieux chewing-gum sur un quai de TER. Richard, lui, savait, il m'avait vu passer des nuits entières à l'atelier, manger un sandwich triangle à 2 heures du matin, négocier avec la banque, pendant que Victoria choisissait déjà la couleur du futur bureau de direction. À l'époque, Hartley perdait de l'argent. Les fournisseurs menaçaient. L'URSSAF envoyait des courriers qui donnaient envie d'ouvrir une ferme en Ardèche. Et le syndic de l'immeuble industriel réclamait des charges impayées avec la tendresse d'un huissier sous caféine. J'ai restructuré la production, sécurisé 3 contrats avec des hôpitaux, convaincu une mutuelle professionnelle d'entrer dans un partenariat et conçu la gamme HMX7, celle qui a remis l'entreprise debout. Richard m'appelait le moteur silencieux. Victoria m'appelait mon mari, en public, et tu dramatises, dès que je signalais un problème. Notre fils Brandon, lui, avait grandi dans cette ambiance. Costume cintré, langage LinkedIn, phrases comme vision stratégique, prononcées avant même de savoir lire un bilan. Je l'aimais, évidemment. Mais aimer son enfant ne vous oblige pas à applaudir quand il confond ambition et mérite. Émilie, notre fille, était différente, plus calme, plus fine. Elle observait tout, disait peu, et comprenait souvent avant tout le monde. Le matin de l'enterrement de Richard, la pluie tombait sur Lyon avec cette précision administrative typiquement française. Ni dramatique, ni poétique, juste assez humide pour abîmer les chaussures. La cérémonie avait lieu près de Fourvière. Victoria portait du noir impeccable. Brandon se tenait à côté d'elle, mâchoire serrée, déjà prêt pour une photo de succession. Moi, j'avais dans la poche le vieux stylo de Richard, celui qu'il utilisait pour signer les contrats importants. Sa veuve n'était plus là depuis longtemps. Alors Victoria recevait les condoléances, comme une héritière reçoit des dividendes. Un administrateur, Gérard Lemaître, lui a serré les mains. Victoria, ton père aurait voulu que tu prennes la suite. Elle a baissé les yeux avec une modestie parfaitement calibrée. Je ferai ce qu'il faut pour protéger son héritage. J'ai failli tousser. Pas d'émotion. Juste une réaction allergique à l'hypocrisie. Richard m'avait confié, 3 mois avant sa mort, dans un café près de la Part-Dieu. James, quand je ne serai plus là, ils vont confondre mon nom avec leur droit de propriété. Je lui avais répondu que Victoria n'était pas stupide. Il avait souri. Non, elle est pire. Elle est convaincue. Après la cérémonie, au restaurant, près des quais de Saône, les places avaient été décidées sans moi. Victoria au centre, Brandon à sa droite, les administrateurs autour, et moi au bout, coincé entre le responsable qualité et une cousine qui me demandait si les appareils médicaux, ça marchait avec une appli. Émilie s'est approchée. « Papa, tu vas bien ?» J'ai regardé Victoria recevoir des promesses de loyauté entre 2 verres de Saint-Joseph. « Très bien, ma chérie. J'observe la nature humaine. C'est moins reposant qu'Arte, mais instructif. » Elle n'a pas ri. Elle avait compris. Le lendemain, mon badge ne fonctionnait plus à l'entrée du siège. Le tourniquet a clignoté rouge, comme si j'étais un livreur Deliveroo entré par erreur dans une réunion du KC40. Le vigile, Malik, que je connaissais depuis 12 ans, a pâli. « Monsieur Stratton, je suis désolé. On m'a dit de vous faire signer le registre. »« On t'a dit par qui ?» Il a regardé son écran. « Madame Stratton. » J'ai signé, lentement, avec le stylo de Richard. Puis, j'ai monté les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, histoire de laisser, à ma colère,
le temps de mettre une cravate. À mon étage. La plaque sur ma porte avait disparu. Mon bureau était ouvert. Mes dossiers dans des cartons. Ma photo avec Richard posée à l'envers. Brandon sortait de la salle de réunion avec mon casque de chantier à la main. « Papa, il ne faut pas le prendre personnellement. » J'ai souri. Quand on vide mon bureau, j'hésite toujours entre le prendre personnellement et envoyer des fleurs. Il a rougi. Victoria est arrivée derrière lui. Tailleur crème, parfum froid, regard de directrice autoproclamée. James, le conseil pense qu'une transition claire est nécessaire. Le conseil pense déjà, c'est nouveau. Elle a ignoré la pique. Tu as beaucoup donné, mais l'entreprise doit entrer dans une nouvelle ère. Derrière elle, j'ai aperçu Gérard, la directrice financière Monique Carrel, et 2 consultants que je n'avais jamais vus. Le genre d'homme qui facture 1200 € la journée pour expliquer que licencier des gens optimise l'agilité. Victoria m'a tendu un badge orange. Accès temporaire. Jusqu'à clarification de ton rôle. J'ai pris le badge, je l'ai regardé, puis je l'ai accroché à ma veste. Magnifique. Il me manque juste un plan du bâtiment et un bon pour la cantine. Personne n'a ri, sauf Émilie, au fond du couloir, très doucement. 3 jours plus tard, on m'a exclu de la réunion produit, puis retiré de la chaîne WhatsApp du comité exécutif. Ensuite, mon accès au serveur a été suspendu pour raison de sécurité. Le vendredi matin, une convocation est arrivée. Réunion exceptionnelle du conseil. Objet, réorganisation de la direction. Victoria avait donc décidé de jouer vite. Cela tombait bien, Richard avait joué longtemps, et lui, contrairement à elle, lisait les contrats jusqu'à la dernière virgule. Le vendredi, j'ai traversé Lyon sous un ciel couleur photocopieuse fatigué. Direction Hartley Medical, avec mon badge visiteur qui pendait à ma veste, comme une médaille de la honte distribuée par les ressources humaines. Dans le hall, Malik m'a lancé un regard désolé. Je lui ai répondu d'un signe de tête. Pas besoin de le mêler à une guerre de succession, surtout quand il gagnait moins en 1 mois que nos consultants en 2 déjeuners. La salle du conseil était au 4e, vitrée, trop lumineuse, faite pour impressionner les banques et décourager les salariés de poser des questions. Victoria était déjà assise en bout de table, évidemment, à la place de Richard. Brandon à sa droite, costume bleu nuit, montre neuve, air important. Monique Carrel feuilletait un dossier sans me regarder. Gérard Lemaître tapotait son stylo. Nerveux comme un homme qui sait qu'il a choisi le mauvais camp, mais espère que le buffet sera bon. Victoria a ouvert la séance sans préambule. James, nous devons parler de ton avenir dans l'entreprise. J'adore quand mon avenir commence sans moi. Elle a pincé les lèvres. Ce ton ne t'aidera pas. Je ne savais pas qu'on évaluait aussi l'humour dans la grille de licenciement. Brandon a soufflé. Papa, s'il te plaît. Ce s'il te plaît m'a touché moins qu'il ne l'espérait. Parce qu'il avait déjà le regard de quelqu'un qui avait voté avant d'écouter, Victoria a fait glisser un document vers moi. Le conseil estime que ton rôle opérationnel est devenu incompatible avec la nouvelle gouvernance. Nouvelle gouvernance. En français courant, ça voulait dire « Maman veut le fauteuil et le tapis assorti ». J'ai pris le document. 2 pages, jargon compact, indemnité généreuse en apparence, clause de confidentialité, renonciation à toute contestation, accès coupé sous 48 heures. Ils avaient même prévu une formule de départ. Transition respectueuse. J'ai failli demander s'ils fournissaient aussi les mouchoirs recyclables. Et qui propose ça ? Ai-je demandé. Victoria a répondu. Moi, en qualité de présidente intérimaire. Intérimaire, voilà un mot courageux. Elle s'est redressée. Le conseil votera. Je me suis tourné vers Brandon. Et toi ? Il a baissé les yeux 1 seconde, puis les a relevés. Je pense que c'est mieux pour l'entreprise. Il y a des phrases qui ne crient pas, mais qui claquent quand même. J'ai senti quelque chose se fermer en moi. Pas de rage, pas de théâtre, seulement une porte intérieure qu'on verrouille soigneusement. Mieux pour l'entreprise, ai-je répété. Ou mieux pour ta mère. Victoria a coupé. Ne rends pas ça personnel. J'ai ri, doucement. Tu fais voter mon fils pour virer son père, 5 jours après l'enterrement de son grand-père. Victoria, même la CAF demanderait un justificatif émotionnel. Gérard a toussé. Monique a regardé la table. Brandon est devenu rouge. Le vote a commencé.
Victoria pour, Brandon pour, Gérard pour. Après une hésitation lâche, 2 administrateurs pour, Monique abstention. Ce qui dans cette salle voulait dire « Je sais que ça sent mauvais, mais je tiens à mon salaire ». Victoria a refermé son dossier. La décision est prise. Elle avait ce calme satisfait des gens qui confondent un vote de conseil avec une vérité divine. Tu peux récupérer tes effets personnels aujourd'hui. Accompagnement obligatoire. Comme dans les musées, ai-je dit, on ne touche pas les œuvres. Personne n'a apprécié. Encore un signe que je travaillais avec des gens sans culture. Brandon s'est levé. Papa, je peux venir avec toi. Non, ai-je répondu, sans hausser la voix. Tu as déjà choisi ta place. Il a encaissé, pas assez pour comprendre, mais assez pour se souvenir. Dans mon ancien bureau, une jeune RH m'attendait avec une boîte en carton. Amélie, 26 ans peut-être, visage embarrassé. Monsieur Stratton, je suis vraiment désolé. Ne le sois pas, Amélie. Les ordres absurdes nourrissent beaucoup de carrières. Elle a souri malgré elle. Sur mon bureau, il restait 3 stylos, un carnet, la photo de Richard, et moi, devant le premier prototype, HMX, et une enveloppe Kraft que je n'avais pas vue avant, posée sous le cadre, sans nom, seulement mon initiale. J. Mon pouls a changé, très légèrement. Richard écrivait les J comme des hameçons. Je les glissais dans ma veste sans l'ouvrir. Amélie faisait semblant de regarder les stores, délicatesse rare. Dans le parking, Victoria m'attendait près de sa berline noire. J'espère que tu ne vas pas rendre ça difficile. Tu me connais, j'ai toujours aimé la simplicité. Les bilans propres, les contrats clairs, les héritières prudentes. Son regard s'est durci. Richard m'a préparé toute ma vie pour diriger cette entreprise. Non, Victoria, Richard t'a donné toute ta vie pour apprendre la patience. Tu as choisi le raccourci. Elle s'est approchée, voix basse. Tu n'es qu'un employé qui a épousé la bonne famille. Voilà. Enfin, la phrase nue, sans parfum, sans tailleur crème, sans comité. Je l'ai regardée avec presque de la tendresse, celle qu'on réserve aux gens qui viennent de marcher sur une trappe. Alors tu n'as rien à craindre, ai-je dit. Un simple employé ne peut pas faire grand-chose. Je suis parti avant qu'elle réponde. Parce que laisser le silence travailler est parfois plus efficace qu'un avocat. À 17 heures, j'étais dans un café près de la gare Pardieu. La pluie recommençait. Les voyageurs couraient vers les TER. Et moi, j'ai ouvert l'enveloppe de Richard. À l'intérieur, une seule feuille, datée de 9 ans plus tôt, avec ces mots « Si Victoria te pousse dehors, va voir Arthur Hastings avant de dire quoi que ce soit. Surtout ne signe rien. » J'ai relu la phrase 2 fois, puis j'ai appelé le numéro manuscrit en bas de page. Une voix grave a répondu. « Cabinet Hastings, j'attendais votre appel, Monsieur Stratton. » Et là, pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai souri, sans ironie. Le cabinet d'Arthur Hastings se trouvait rue de la République, dans un immeuble haussmannien, coincé entre une boutique de montres hors de prix et une agence bancaire où l'on vous sourit seulement si votre découvert a un nom composé. J'y suis entré le lundi matin avec mon carton de licencié, dans le coffre, et la lettre de Richard dans la poche intérieure. Arthur Hastings n'avait rien de théâtral. Costume gris, lunettes fines, voix calme, un notaire qui aurait appris à sourire au contact des vivants. Il m'a fait asseoir, a posé un dossier épais devant moi, puis a dit « Richard avait prévu cette situation depuis longtemps. » J'ai répondu « Il aurait pu prévoir aussi un meilleur café. » Hastings a levé un sourcil. Il disait que votre humour empirait quand vous étiez contrarié. C'est faux, il devient plus précis. Il a ouvert le dossier. Contrat de cession, pacte d'actionnaires, fiducie, avenant, procès-verbaux. Tout un cimetière de papiers que Victoria n'avait jamais lu parce que les détails l'ennuyaient. Grossière erreur, dans les affaires. Les détails sont les petites bêtes qui mangent les couronnes. Hastings a pointé une première liasse. Il y a 15 ans, quand vous avez sauvé la ligne HMX et garanti personnellement le prêt bancaire, Richard vous a transféré 18% des droits de vote via une société civile. Puis une autre. Après l'accord avec les CHU, 14% supplémentaires ont été placés dans une fiducie dont vous êtes bénéficiaire irrévocable. Encore une,
et les parts rachetées au cousin Hartley, 30%, ont été consolidées dans le trust technique avec activation automatique au décès de Richard. Je l'ai regardé, immobile. Combien au total? Hastings a fermé le dossier avec une douceur presque cruelle. 62% des droits de vote. Il a laissé la phrase respirer. Dehors, un tram a couiné sur les rails, comme s'il applaudissait mal. Victoria possède, ai-je demandé. 18%. Brandon. 6. Emily. 7. Le reste. Administrateur minoritaire et action dormante. Je n'ai pas explosé de joie. Ce n'était pas mon style. Je me suis contenté de penser à Victoria, à son badge visiteur, à son simple employé, à cette magnifique confiance des gens qui marchent dans le noir avec des lunettes de soleil. Hastings a ajouté « Richard ne voulait pas déshériter ses enfants. Il voulait protéger l'entreprise de l'ego familial. Il connaissait sa fille. Il connaissait surtout votre patience. Ça m'a piqué plus que prévu, parce que Richard m'avait donné sa confiance, sans me le dire clairement. Ou peut-être l'avait-il fait, à sa manière. Chaque fois qu'il me demandait de relire un contrat avant Victoria, Hastings m'a tendu un stylo. Nous pouvons convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Dès aujourd'hui, lundi, 10 heures, notification électronique et courrier recommandé. Statut respecté. Et Victoria. Elle viendra persuader que vous quémandez une indemnité. Parfait, j'aime les réunions pédagogiques. À 10h30, j'ai envoyé la convocation depuis le cabinet, copie au conseil, à la directrice financière, aux commissaires aux comptes et, petit plaisir de bon goût, à l'adresse générique du secrétariat de direction, objet, Assemblée générale extraordinaire, révision de la gouvernance. Victoria m'a appelé 7 minutes plus tard. Record honorable. James, c'est ridicule. Bonjour Victoria. Moi aussi je vais bien. Merci. Tu n'as aucune autorité pour convoquer quoi que ce soit. C'est une hypothèse intéressante. Tu veux quoi? Plus d'argent. Sa voix était sèche, pressée, pas encore inquiète. Je veux que tout le monde lise les statuts avant de parler trop fort. Silence. Puis, tu vas te couvrir de honte. Encore, tu veux dire. J'ai raccroché. Pas par colère, par hygiène. Le lendemain, mardi, la salle du conseil était pleine. Victoria avait fait venir son avocat. Maître Delmas, cheveux blancs, sourire de prédateur en pré-retraite. Brandon se tenait près d'elle, moins sûr que vendredi. Emily était au fond, carnet fermé sur les genoux. Monique Carrel avait l'air d'avoir dormi dans une rame de RER, ce qui, à Lyon, relevait presque de l'exploit. Hastings a posé les documents sur la table. Avant tout vote, il convient d'établir la répartition réelle des droits. Victoria a soupiré. Nous connaissons la répartition, maître? Hastings a sorti la première annexe. Justement, non. Il a parlé 20 minutes. Clair, froid, implacable, à mesure qu'il déroulait les accords. Les visages changeaient. Gérard a cessé de tapoter son stylo. Monique a relevé la tête. Brandon m'a regardé comme si je venais d'enlever un masque. Victoria, elle, a d'abord souri, puis blêmi, puis ouvert son dossier trop vite, ce qui reste la version bourgeoise de paniquer. Maître Delmas a demandé une suspension. Hastings a refusé poliment. Les statuts ne la prévoient pas à ce stade. Un commissaire aux comptes a confirmé. Les pièces sont régulières. La phrase est tombée comme une porte blindée. Hastings a alors annoncé « Monsieur James Stratton contrôle 62% des droits de vote de Hartley Medical Systems. » Personne n'a parlé. Même la climatisation semblait avoir signé une clause de confidentialité. Je me suis levé, sans carton, sans badge orange, sans hausser la voix. Je propose la révocation immédiate de Madame Victoria Stratton de ses fonctions de présidente directrice générale, pour perte de confiance et manquement grave à la stabilité de l'entreprise. Victoria a murmuré. Tu n'oseras pas. Je l'ai regardé. Tu m'as appris vendredi que l'audace était une valeur familiale. Le vote a été rapide. Mon vote suffisait. Monique a voté pour. Gérard aussi. Les autres ont suivi avec l'enthousiasme discret des rats quittant un très beau navire. Victoria a été révoquée. Puis Hastings a lu la résolution suivante.
Nomination de James Stratton comme président du conseil et directeur général. Adopté. Brandon s'est assis comme si ses jambes venaient de recevoir une lettre recommandée. Victoria, elle, a serré son sac contre elle et a dit « Tu viens de voler l'entreprise de mon père. » J'ai ramassé le vieux stylo de Richard, celui avec lequel j'avais signé le registre comme visiteur. Non, Victoria, je viens de la récupérer pour lui. À cet instant, Monique Carrel a poussé vers moi une chemise rouge qu'elle gardait sous son dossier depuis le début. James, maintenant que vous êtes officiellement dirigeant, il faut que vous voyiez ça. Sur l'onglet, il y avait 3 mots manuscrits. Fonds de pension. J'ai ouvert la chemise rouge dans mon ancien bureau, redevenu le mien avec une rapidité qui aurait fait pleurer un agent immobilier parisien. Monique Carrel avait fermé la porte. Hastings était resté debout près de la fenêtre. Et dehors, Gerland continuait de vivre, comme si ma famille ne venait pas de se transformer en audit interne. Dans le dossier, il y avait des virements, des factures, des contrats de conseil, des noms propres qui sentaient la société coquille à 20 km. Valmer Conseil, Northgate Strategy, Bexon Partners, toutes créées depuis moins de 3 ans, toutes payées par une ligne liée au fonds de retraite complémentaire des salariés. J'ai levé les yeux vers Monique. Expliquez-moi lentement, que je puisse rester courtois. Elle a avalé sa salive. Victoria a demandé des prestations de conseil pour optimiser le plan pension. Au début, c'était plausible. Puis les montants ont augmenté. Les rapports étaient vides. 2 pages de jargon, parfois copié-collé. Hastings a pris une facture. Qui validait? Monique a baissé les yeux. Victoria, et parfois Brandon, pour les comités d'investissement. Le prénom de mon fils a fait plus mal que les chiffres, mais je n'ai pas bougé. La dignité, c'est aussi ne pas offrir son visage aux gens qui veulent y lire une faiblesse. Combien, ai-je demandé? Monique a répondu. Un peu plus de 2,8 millions sur 4 ans. J'ai fermé les yeux une seconde. Pas pour prier. Je ne confie pas les bilans au ciel. Mais pour éviter de dire quelque chose d'inutilement brillant et définitivement cruel, on gèle tout, ai-je dit. Contrat, paiement, accès, compte fournisseur, et je veux un audit externe avant 18 heures. Hastings a hoché la tête. Je contacte les commissaires aux comptes et un cabinet indépendant. Et la banque. Aussi. J'ai appelé l'équipe finance, puis les ressources humaines. Pas de discours héroïque, juste des ordres clairs. En France, quand on veut faire sérieux, on évite les grandes phrases et on demande les pièces justificatives. À 15 heures, Victoria a tenté d'entrer dans le bâtiment. Malik m'a appelé depuis l'accueil. Monsieur Stratton. Madame Stratton insiste. Donnez-lui un café si elle veut, mais pas un badge. Je l'ai rejointe dans le hall. Elle était livide. Delmas à côté d'elle. Moins prédateur qu'à midi. Plutôt caniche contrariée. Tu n'as pas le droit de m'empêcher d'entrer, a-t-elle lancé. Tu es révoquée, Victoria. C'est le principe charmant d'une révocation. Je suis actionnaire. Minoritaire, le mot est dur, mais il a le mérite d'être court. Son avocat a tenté. Nous allons contester cette manœuvre. Hastings, arrivé derrière moi, a simplement dit « Avec plaisir, maître, nous joindrons aussi les premiers éléments concernant les fonds de pension. » Delmas a regardé Victoria. Et là, j'ai vu la première fissure. Pas dans son maquillage, dans son assurance. Brandon est arrivé 10 minutes plus tard, essoufflé, comme s'il avait couru depuis une mauvaise décision. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai tendu une copie des validations. « C'est à moi de te le demander. » Il a blêmi. Maman m'a dit que c'était des arbitrages normaux, que Monique bloquait par jalousie. Monique, derrière moi, a eu un rire sec, très français, très comptable. Jalouse de factures sans livrables, bien sûr, mon rêve depuis l'INSEC. Brandon a regardé Victoria. « Maman !» Elle a serré les dents. « Ne parle pas ici. » Mauvaise phrase. Très mauvaise phrase. Parce qu'un fils qui commence à douter n'aime pas qu'on lui remette une laisse en public. Je lui ai dit « Brandon, jusqu'à la fin de l'audit, tu es suspendu de toutes tes fonctions. Tu me vires. » « Non, je t'empêche d'aggraver ta biographie. » Il a encaissé sans répondre. Victoria, elle, a explosé froidement. « Tu détruis notre famille pour une entreprise. » J'ai souri.
Pas gentiment. Non, je protège une entreprise de ce que notre famille est devenue. Le soir même, un premier rapport préliminaire a confirmé les anomalies. Paiement sans prestation réelle. Liens indirects entre une société de conseil et une ancienne amie de Victoria. Clause absurde. Commission opaque. J'ai ordonné le remboursement immédiat du fonds sur la trésorerie disponible. Puis, une action de recouvrement. Les salariés l'ont appris le lendemain. Pas par rumeur. Par moi. Dans l'atelier. Debout entre les machines. Votre retraite ne servira pas de tirelire à des gens qui trouvent le mot héritage plus chic que travail. Personne n'a applaudi. Et c'était parfait. Les gens sérieux n'applaudissent pas quand ils vérifient si vous mentez. Le vendredi, Brandon m'a attendu devant le café de la Pardieu. Sans costume, sans montre neuve, les yeux cernés. « Papa, j'ai besoin de te parler. » Dans sa main, il tenait une clé USB. Et son visage disait déjà que Victoria n'avait pas fini de tomber. Brandon a posé la clé USB entre nos deux cafés, comme on dépose une petite bombe avec une addition de bistrot. Maman m'a demandé d'effacer des échanges WhatsApp et des validations internes. A-t-il dit? Sa voix n'avait plus ce vernis de jeune cadre ambitieux. Juste la fatigue d'un fils qui découvre que l'admiration peut coûter cher. J'ai pris la clé sans sourire. Et tu l'as fait. Il a secoué la tête. Non, cette fois non. J'ai tout copié. Voilà. Cette fois, 2 mots minuscules. Parfois la morale commence tard. Mais elle commence quand même. Les fichiers contenaient des messages, des factures modifiées, des notes vocales où Victoria parlait de « reprendre le contrôle narratif ». Expression formidable, surtout quand on est en train de perdre le réel. Hastings a transmis les pièces aux avocats. Delmas a tenté 3 courriers menaçants. Puis plus rien. Les documents de Richard étaient blindés. Les preuves financières trop propres pour être ignorées. Victoria a perdu ses recours, ses accès, son bureau, et surtout cette illusion délicieuse qu'un nom de famille remplace une compétence. J'ai licencié Brandon pour son rôle dans mon éviction. Sans cri, sans scène. Tu dois reconstruire ailleurs, lui ai-je dit. Et d'abord en toi. Il a accepté, ce qui m'a surpris plus que ses erreurs. Emily, elle, a rejoint l'équipe communication après un vrai entretien. Pas un passe-droit familial emballé dans du papier cadeau. Elle a préparé la première lettre aux salariés, avec une clarté que Richard aurait aimée. 3 semaines plus tard, j'ai organisé un dîner dans un bouchon lyonnais. Pas pour célébrer ma victoire. Les victoires familiales ont toujours un goût de cendre froide. Mais pour honorer Richard correctement, j'ai invité les techniciens, Monique, Malik, les anciens de l'atelier, ceux qui avaient porté Hartley quand les héritiers se contentaient de porter de beaux manteaux. Au dessert, j'ai levé le vieux stylo de Richard. Il croyait aux gens qui construisent, pas aux gens qui réclament. Personne n'a fait de grands discours. Heureusement, nous étions entre adultes, pas dans une publicité bancaire. 8 mois plus tard, Hartley a publié le trimestre, le plus rentable de son histoire. Le fonds de pension était restauré. Les contrats suspects enterrés. Les salariés rassurés. Brandon suivait des cours d'éthique des affaires à Nantes. Ironie utile. Il m'envoyait parfois des messages courts, sobres, honnêtes. Je répondais toujours, parce qu'un père n'est pas un tribunal permanent. Emily dirigeait une campagne interne brillante, sans jamais utiliser son nom comme passeport. Et Victoria vivait désormais loin du comité exécutif, avec ses avocats, ses regrets supposés et une collection impressionnante de silence. Un matin, en entrant au siège, Malik m'a tendu mon badge définitif. « Bienvenue, monsieur Stratton. » J'ai regardé le tourniquet s'ouvrir en verre, puis la photo de Richard dans le hall, remise à sa place. « Merci, Malik, ai-je dit. Cette fois, je crois que je connais le chemin. »